minérales précieuses et semi-précieuses et coordonnateur en même temps de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière en RDC. Pascal Niembo a reçu en audience à Gombe ce 25 novembre les élus de la province orientale. Ensemble, ils ont discuté sur les stratégies à établir pour sécuriser le secteur minier. Reportage Patricia Bassois, Safi Maléo. Cette audience fait suite à la dernière réunion au ministère de Mines qui tablait sur la sécurité de zones d'exploitation de minerais en province orientale. Pascal Niembo a réuni tous les élus de ce coin de la RDC pour un échange profitable au pays et son peuple. Cette rencontre est la suite de la réunion tenue au ministère de Mines la semaine passée, à l'issue de laquelle le directeur général adjoint du CESC avait émis le vœu que nous puissions avec lui travailler, réfléchir ensemble sur la problématique de la sécurité dans les zones où les minerais sont exploités en province orientale. Mais quelles sont les stratégies à mettre en œuvre vu la fraude minière entretenue parfois par certaines autorités? Au lieu d'attaquer, si je peux dire comme ça, l'ennemi de ces côtés-là, nous avons plutôt réfléchi qu'il faudrait dialoguer. Il faut se mettre ensemble pour réfléchir sur ce que nous devons faire. Effectivement, il y a ce que vous dites là, qu'il y a certaines personnes qui se prétendent être celui-ci ou celui-là qui abuse. Et naturellement, pour cela, la loi est là, elle doit être appliquée, ils doivent être sanctionnés quand elles sont identifiées. Pascal Niembo Muyumba, directeur général adjoint et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, a pour cheval de bataille le respect de la loi. Ainsi sera régulé le secteur minier en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, Augustin Matata, accompagné du ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a procédé ce mardi 25 novembre à la pose de la première pierre de 3 centres de santé dans le quartier Sangamamba, dans la commune de Ngaliema. Il a inauguré un peu plus tôt l'hôpital de référence de Matete. Jean-Louis Mersekama, reportage. Le projet d'équipement de structures sanitaires a été lancé officiellement le 13 décembre 2013 au centre hospitalier de Kiseso par son excellence Matata Pogno. Depuis lors, plusieurs avancées, dont en ce jour l'inauguration de l'hôpital de référence de Matete. Aujourd'hui, c'est l'hôpital général de Matete avec 5 centres de santé. Près de 531 742 millions de dollars ont servi pour la réhabilitation de ces centres. Celui-ci devra être suivi mensuellement pour le garder en état. Après la coupure du ruban symbolique et de la visite de l'hôpital de référence de Matete, le cortège du gouvernement a pris la direction de Sangamamba, où il a été lancé la construction de 3 centres de santé. Nous venons ici à Sangamamba parce qu'on lance d'abord les 3 premiers centres qui vont être construits. Nous sommes ici à Sangamamba dans la commune de Ngaliema. Le 2e centre c'est en Bankana et le 3e centre c'est du côté de Mongafula. Donc nous allons là où le besoin s'exprime. Mais ici au quartier Bumba à Sangamamba, la préoccupation est grande. Un centre de santé oui, mais sans route. Nous n'avons pas de route, nous sommes enclavés, le quartier est abandonné, nous avons 42 têtes des érosions. Les quartiers risquent tout d'abord de disparaître dans les cartes géographiques de Kinshasa. Le projet PS bénéficiera des ateliers provinciaux pour le renforcement des capacités du personnel de santé qui comptera 200 infirmiers pour l'amélioration de la gestion des structures sanitaires et la prise en charge des malades. Voilà, toutes mes excuses, vous avez sans doute remarqué, c'était un reportage de Patricia Bassois et Safi Maléou. Des élus français d'origine congolaise vont participer à un séminaire du 26 au 28 novembre prochain au Grand Hôtel Kinshasa. Ce séminaire portera sur la décentralisation. En prélude à cette activité, ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, hier lundi 24 novembre à son cabinet à Gombe. Ricardo Bakwa, reportage. Ces élus français originaires du Congo-Kinshasa veulent apporter leurs expertises au processus de la décentralisation. C'est dans cette optique qu'ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej. Claire Tawab est vice-maire de la ville de Grigny en France, s'occupe de la femme et de l'éducation de l'enfant.
on est venu, disons, prendre contact avec le ministre pour lui présenter un peu le projet que nous portons par rapport au Congo. Et à ce titre, donc nous sommes venus avec mon collègue pour lui exprimer voilà, notre devoir de pouvoir participer au développement du pays dans un cadre qui est la coopération décentralisée, parce que nos communes, justement, en qualité d'élus français, nos communes nous autorisent voilà, à pouvoir échanger entre collectivités territoriales et les collectivités étrangères. Très ému de l'apport de ses compatriotes, le coordonnateur adjoint de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD livre ses impressions. Et ce qui est de plus particulier lors de ces assises, c'est que nous allons accueillir les élus français d'origine de la RDC. Ils sont des élus, maires, maires adjoints, conseillers régionaux, conseillers municipaux. Et c'est une expérience innovante qui va profiter à nos ETD. Ça ne se limite pas seulement aux communes et villes, mais ça va s'étendre jusqu'au niveau des chefferies. Ce séminaire de la décentralisation débutera le mercredi 26 novembre 2014. Après le point de presse tenu hier par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende, les Kinois ont réagi en rapport avec la poursuite ou non de l'opération Likofi initiée en octobre 2013 par le gouvernement congolais à travers la police nationale. Ceci en vue de lutter contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Selon les personnes interrogées, les ONG étrangères comme Human Rights Watch ignorent les réalités de terrain ici à Kinshasa. Paulin Kalamba, Don Moumat et Pepito Matondo, reportage. Les deux premières opérations Likofi lancées par la police à Kinshasa font parler plusieurs acteurs, même au niveau international. Pour plusieurs Kinois, témoins des actes insupportables posés par le gangster nommé Kuluna, ces opérations ont été nécessaires pour la quiétude des gens. Dans cette ville, nous avons connu une terreur vraiment donc, que je ne peux même pas expliquer. Donc c'était vraiment une très bonne résolution du gouvernement et particulièrement de nos services de sécurité. Human Rights Watch accuse Kinshasa d'avoir tué, mais cette question est diversement abordée dans l'opinion. Un voleur ou bien un meurtrier, un assassin n'a pas peur de mort. Même s'il voit que vous êtes en train de tuer les gens parce qu'ils ont commis tel et tel autre acte, pour lui ça lui dit absolument rien parce qu'il sait que qu'il vole, qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais en fin de compte, il sera aussi tué. D'autres victimes accusent l'ONG internationale de tout ignorer de ce qu'endurent les victimes à Kinshasa. Cette organisation, cette ONG-là, bon, je ne sais pas, ils n'ont pas tenu compte des victimes, des rapports de victimes, des gens qu'on a tués et puis les familles qui sont tombées victimes. Bon, je ne sais pas, ils ont plus regardé l'acte, hein, les actes du général, et bon, on ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'ils veulent, cette ONG-là. Pour de nombreux Kinois, l'opération Likofi 3 sera la bienvenue à l'approche des festivités de fin d'année, mais la méthode de Luzolo Bambi, ancien ministre, doit être relancée. Il faut chercher d'abord de traiter la cause. La cause est que d'autres Kuluna là, ils ne sont pas scolarisés. Pourquoi? Parce que peut-être leurs parents n'ont pas d'argent pour scolariser leurs enfants. Pour la paix et la quiétude de tous, l'État doit garantir la création d'emplois, assurer un salaire décent et régulier, enfin punir le coupable. Et puis célébration ce mardi 25 novembre à Kinshasa de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La cérémonie organisée pour la circonstance a été conjointement présidée par le coordonnateur résident des Nations Unies en RDC et la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Don Momad et Willy Kacha nous en parlent. La lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes reste une préoccupation pour les Nations Unies. Cette année, la démarche de l'ONU consiste à impliquer plus d'hommes et des garçons dans les initiatives pour contrer la violence, la dénoncer et la stopper. Au cours de la commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 novembre 2014 au Faden House à Kinshasa-Gombe, l'occasion a été donnée à la directrice exécutive de l'ONU Femmes RDC de rappeler les raisons qui ont milité en faveur de ces jours d'activisme décrétés par les Nations Unies. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies pensent plutôt que cette campagne arrive à point nommé pour promouvoir non seulement l'égalité des sexes, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes. Moustapha Soumaré ne s'est pas arrêté qu'au discours, il a également lié l'acte à la parole.
c'est une question humaine nécessitant ma participation. Je m'engage en tant qu'homme à agir pour mettre fin à toutes les formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées. Les agences des Nations Unies présentes en RDC ont reçu la mission d'organiser des séminaires et conférences pour plus sensibiliser les hommes sur cette épineuse question des violences à l'égard des femmes. Présenter les résultats et valider l'activité pilote de microzonage dans les territoires de Lukolela et d'Inongo, c'est l'objectif principal de l'atelier organisé lundi 24 novembre dans la salle Arche de la clinique Ngalema par le Fonds mondial pour la nature WWF. Reportage Polydon Gaziami. Les travaux de cet atelier ont consisté à présenter les résultats du microzonage dans les territoires de Lukolela et Inongo situés dans la province du Bandundu. Ils sont à placer dans le cadre du processus d'accompagnement par le WWF des entreprises dans la certification forestière. Nous avons initié cette activité justement pour permettre à Sodefort de mieux élaborer son plan d'aménagement qui sera bien entendu soumis à l'approbation des autorités du secteur forestier. L'activité de microzonage est essentielle pour la gestion durable des forêts. Les participants ont suivi la présentation des résultats détaillés. Ils ont approfondi la réflexion sur les étapes pour une gestion durable de la forêt en RDC. Au terme des travaux, le rapport a été enrichi et des recommandations faites aux différentes parties prenantes, dont la société Sodefort qui travaille dans la concession forestière 026/03 dans les territoires d'Inongo et Lukolela. L'étude menée était focalisée sur le microzonage participatif. Le résultat de cette activité est apprécié par les ressortissants des territoires concernés. En tout cas, l'atelier d'aujourd'hui, c'est à féliciter aussi les facilitateurs qui ont fait ce travail. Ils ont bâti un meilleur travail. Pour rappel, l'objectif principal de cet atelier était de présenter des résultats et valider l'activité pilote de microzonage, condition nécessaire pour la bonne utilisation des ressources des communautés riveraines et le processus de négociation équitable des clauses sociales de cahier de charges dans le cadre de l'approche du Congo Basin Programme en RDC. Le ministre congolais de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouti, a procédé mardi 25 novembre à la réception provisoire des bâtiments de son administration. Ils ont été réhabilités par l'UGP Padir dans le cadre du renforcement des capacités des services du ministère de l'Agriculture. C'est un reportage signé par Lucie Mahamba et Juzan Belebele. Le ministre congolais de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouti, est allé palper du doigt les conditions de travail de ses agents. Il a inauguré le bâtiment réhabilité par l'UGP Padir. Il s'agit plus de la réception des ouvrages réhabilités dans le cadre de ce projet qui est entré dans sa vitesse de croisière. Le projet est entré dans sa vitesse de croisière. Un projet, comme vous le savez, bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. Après toute la phase préparatoire d'implantation du projet, l'acquisition d'immobilier et des équipements, c'est donc les actions concrètes sur le terrain qui ont commencé. Les agents et cadres du ministère de l'Agriculture ont maintenant pris conscience que leur secteur est une des priorités du gouvernement. Des agents évoluant au sein du secrétariat général et toutes les divisions à province, personne n'ignore que ces cadres et agents travaillent dans des conditions difficiles. Mais aujourd'hui, avec l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans la lancée de sa vision de la révolution de la modernité, tout le gouvernement de la République met l'homme au centre du développement intégral de notre cher et beau pays. Selon le ministre Vahamouti, la réhabilitation de bâtiments de Kinshasa augure d'autres réceptions provisoires d'édifices réunis à 9 dans toutes les provinces, comme au Bandundu, au Bas-Congo, dans le de Kasaï. En prévision du 15e sommet de la francophonie qui aura lieu le week-end prochain à Dakar au Sénégal, Patrick Borel Mukendi nous fait le rappel du 14e sommet qui s'est tenu à Kinshasa du 13 au 14 octobre 2012. Commentaire.
Octobre 2012, la capitale Kinshasa avait vibré au rythme du 14e sommet de la francophonie qui a tourné autour du thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. À l'issue de ces travaux, les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté la déclaration de Kinshasa et 5 résolutions, admis des nouveaux pays à l'OIF, confié l'organisation du prochain sommet au Sénégal. Les chefs d'État et de gouvernement, membres ou observateurs de l'OIF ont adopté lors du sommet de Kinshasa une politique intégrée des promotions de la langue française, invitant à une action énergique et concertée des francophones dans 6 domaines prioritaires. Une nouvelle stratégie numérique francophone a été adoptée lors du 14e sommet de la francophonie en RDC. Ces 14e sommets avaient pris en compte les nouvelles technologies touchant désormais tout le secteur de l'activité humaine. Elle a aussi fixé les objectifs de la francophonie à l'horizon 2020. Le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, a rendu compte au sommet de l'exécution de son mandat. Son rapport a englobé les actions politiques et diplomatiques menées sous sa conduite et les actions de coopération réalisées par l'OIF et les opérateurs de la francophonie. Sport football, pour la saison prochaine, le TP Mazembe compte remporter la très lucrative Champions League africaine. Pour ce faire, les dirigeants des Corbeaux Louchois ont mis le paquet double pour présenter une très belle équipe dans cette compétition des clubs africains, comme l'atteste ce reportage de Papi Katassi. Après son élimination en demi-finale de la très lucrative Ligue des champions d'Afrique, le TP Mazembe compte repartir sur de bons pieds et retrouver sa culture des trophées. Après l'élimination, les joueurs avaient eu un choc parce qu'ils s'attendaient à passer, jouer la finale, prendre la coupe, mais ils ont été éliminés. Il fallait les récupérer mentalement. Petit à petit, ils commencent à revenir. Petit à petit, ils sont en train de revenir. Et vous avez vu en Champions League, les résultats étaient un peu mitigés, mais ça va. Du côté des Corbeaux, le chantier transfert est déjà ouvert. Bon, les transferts sont en train de se négocier. Nous avons déjà terminé nos 2 transferts de la Côte d'Ivoire et que bon, nous aimerions aussi renforcer par quelques éléments congolais. Cette saison, les Badiangwena sont déterminés à aller loin, les titres africains visés. L'ambition, c'est rentrer comme on a toujours l'habitude de le faire par la grande porte et c'est disputer encore la coupe. Pourquoi pas la prendre encore une fois, cette fois-ci pour toujours pour le bonheur du peuple congolais. Il faudra désormais avoir un œil sous les noirs et blancs de cette saison. L'équipe nationale de tennis de la RDC a remporté la 13e Coupe d'Afrique des Nations au Congo-Brazzaville. Les athlètes congolais ont présenté le week-end dernier leur médaille et coupe au président de la Ligue de tennis du Katanga. C'était au cercle de Kinshasa à Gombe. Patrick Borel-Mukendi et Rigomlo. Après avoir brillé de mille feux à la 13e CAN de tennis Congo-Brazzaville 2014, les 20 combattants de l'RDC ont présenté leurs coupes et médailles au vice-président de la Ligue de tennis du Katanga. C'est une fierté pour notre pays détrôné en maître au continent, a déclaré Jean Assoumani. Je ne peux que être fier. Et ensuite, fier pour ces jeunes gens qui nous ont encore l'occasion de revivre des situations que nous n'avons pas connues depuis fort longtemps. Le vice-président de la Ligue T4 a remercié les mécènes qui s'impliquent au tennis. Madame Karine, chaque année, invite les vétérans, femmes et hommes, à venir se mesurer au Katanga. Il y a les jeunes qui sont en formation à Kachobwe. Il a aussi indiqué que la Ligue de tennis du Katanga se porte mieux. Nous avons connu l'incendie de notre chalet, ce qui a ralenti le rythme de ce sport au Katanga. Je crois, pour le moment, les tennis au Katanga se portent mieux qu'avant. Vous avez vu notre joueuse qui est arrivée, qui est allée à Brazza, qui est arrivée, c'était pratiquement la représentance du Congo. Voilà. Elle est arrivée en demi-finale. Les tennismen doivent se préparer pour le grand prize money qui sera organisé au mois de février 2015 au cercle de Kinshasa par la FECODELAT et la BCDC. Le président de la fédération de badminton de la RD Congo, Médard Lomboto, a conduit une importante délégation à Brazzaville en République du Congo. Il revient à Kinshasa avec une bonne nouvelle pour les léopards badistes et les arbitres de la boule volante. Ces propos ont été recueillis par Ndaï Lambouchi et Sylvain Kapombo. Je reviens de Brazzaville, là où j'ai été rencontrer notre confrère et de la fédération sœur de Brazzaville.
j'ai été invité pour les rencontrer avec un échange parce qu'il y avait le secrétaire général de la Confédération africaine de badminton qui était en visite de travail à Brazzaville. Et de là, nous nous sommes parlé parce qu'il y a un camp d'entraînement qui se prépare et j'ai sollicité à ce que nous ayons des badistes congolais qui peuvent aussi aller participer à ces entraînements. C'est ceux-là ont l'avantage à ce que tout le temps ils sont en Chine et je voulais aussi faire bénéficier les badistes congolais de cette expérience qu'ont nos frères de Congo-Brazzaville. J'ai eu à décrocher à ce que j'aurai au moins 5 arbitres congolais qui iront participer à cette formation. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement d'en faire autant pour d'autres disciplines, de doter les disciplines d'autres moyens, un peu de moyens, pour que la formation y ait, que les enfants s'entraînent. Nous pouvons toujours amener de bonnes choses à la République démocratique du Congo. À présent, place à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Don Momat. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. Alors que la page noire de l'insécurité entretenue par le M23, la DEF Nalou, le FDLR, le Mbororo, les nébuleuses Maïmaï et autres forces négatives internes et externes est loin d'être fermée, le phare s'indigne qu'une réintégration automatique soit offerte à la bande à Cobra Matata. Comment, s'interroge le journal, veut-on qu'une paix durable revienne en RDC si ceux qui ont la charge de protéger les Congolais sont le premier à tendre le bras aux criminels? Réagissant au rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'opération Likofi, destinée à anéantir le bandit identifié sous le vocable Kuluna à Kinshasa, lequel rapport accuse la police congolaise des violations de droits de l'homme et extrajudiciaires, Lambert Mende, ministre des Médias, regrette que le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme et Human Rights Watch, desquels le gouvernement est en droit d'attendre une collaboration objective avec la RDC pour l'amélioration des droits humains, se soit laissé aller à ruiner l'image de neutralité qui sied à leur mission dans le pays. Tshisekedi Fils est accusé de fonctionner comme un électron libre sans se référer aux prescrits du parti, rapporte l'Objectif. Félix Tshisekedi prend ses propres initiatives à l'instar de la série de voyages qu'il a conduit au Grand Kasaï et au Katanga sous prétexte de redynamiser les acquis du parti, c'est là sans l'aval du secrétaire général du parti Bruno Mavungu. Dans un autre registre, la prospérité renseigne que le gouvernement Matata a apuré ses dettes, environ 1,2 million de dollars représentant une trentaine d'années de retard à l'Union internationale des télécommunications UIT avant de faire un don de 50 000 dollars aux activités de l'Union. La RDC sera donc à l'honneur au rendez-vous mondial des télécommunications du 7 au 10 décembre prochain à Daha, Renchéri Forum de Zas. Le tout nouveau secrétaire général de l'UIT est d'ailleurs attendu à Kinshasa dans le prochain jour. Cette invitation de la RDC à la tribune internationale à Doha traduit de l'avis d'Africa News la reconnaissance mondiale de l'ambition d'émergence de la RDC de Joseph Kabila Kabange. Terminons cette revue avec le dépêche de Brazza qui rapporte que les preuves de paiement fiscal d'une vingtaine d'opérateurs du secteur minier n'ont pas été déposées à la veille de l'échéance fixée au plus tard le 25 novembre à minuit pour la publication du rapport ITIE RDC 2012. D'où cette exhortation de la coordination nationale de l'ITIE au gouvernement de prendre ses responsabilités en l'enjoignant aux entreprises retardataires de transmettre les documents attendus à échéance échue. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à la prochaine. Voilà, c'est ici que prend fin cette grande édition du journal télévisé coordonnée par Sylvie Mboula. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce mercredi dès 7h30. Moi, je retrouve à 19h pour la grande édition. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antenne. Bonsoir. Rien ne va quand la liberté d'expression peut conduire en prison. Chaque jour, ils risquent leur vie ou la prison pour vous apporter l'information. Tuer un journaliste, c'est tuer la démocratie. Arrêter un journaliste, c'est tuer l'information. Arrêtons cette tragédie et engageons-nous, dépénalisons les délits de presse.
vous a été offert par